Bonjour à tous. Dans le monde des systèmes d'information, le manque de profils de bon niveau incite les clients à s'adresser aux sociétés de services qui emploient du personnel qualifié et expérimenté. D'un côté, il y a encore de nombreux prestataires qui pensent que leur responsabilité se limite à identifier des consultants, les placer chez leurs clients et transmettre une facture mensuelle. D'autre part, une majorité d'entreprises, donneurs d'ordre, pensent que cette solution leur permet d'échapper à certaines exigences du droit du travail et pensent que la probabilité d'être sanctionné reste très faible. Dans la précédente vidéo, nous avons défini les concepts de prêt de main-d'œuvre illicite et de délit de marchandage, qui constituent des infractions importantes lors de l'utilisation de la sous-traitance. Je vais vous décrire aujourd'hui les 10 bonnes pratiques à mettre en œuvre qui vous permettront d'identifier les zones de risque relatives à chacun de vos prestataires et d'utiliser la sous-traitance dans les règles de l'art. Voici ce qu'il faut faire. Définir avec précision le cahier des charges de la prestation et les livrables à réaliser. L'activité sous-traitée doit inclure une expertise, un savoir-faire dont ne dispose pas la société cliente. C'est ce qui permet de différencier le prêt de main-d'œuvre exclusif, qui ne génère pas de valeur ajoutée, du contrat de prestation de service dont la mise à disposition de personnel n'est qu'un moyen d'atteindre les objectifs de l'intervention. Rédiger un contrat précis incluant l'objet, les modalités d'exécution en toute autonomie et indépendance vis-à-vis du client, les livrables ainsi que les conditions financières associées. Évitez d'utiliser les termes comme mise à disposition, détachement, prestation de longue durée, remplacement, etc. que ce soit dans les documents contractuels, transactionnels ou administratifs. Le nom complet du consultant ne doit pas figurer dans ces documents, mais vous pouvez utiliser ces initiales pour faciliter votre gestion administrative. Négocier une rémunération forfaitaire basée sur une obligation de résultat et délivrable et non pas sur la base du temps passé en heures ou en jours de travail. Il est vrai que cette pratique est difficile à mettre en place pour certaines interventions comme les prestations d'assistance technique. Mais n'oubliez pas, vous achetez un service, un résultat, un livrable, pas du temps. Prévoir un encadrement du consultant par un responsable de l'entreprise prestataire. Ce dernier pourra lui donner des directives, contrôler l'exécution de son travail, l'évaluer, le sanctionner, lui attribuer un bonus ou valider ses congés. En effet, le lien de subordination ne doit pas être transféré à l'entreprise cliente. L'entreprise prestataire doit fournir à son personnel en mission les moyens et le matériel nécessaires à l'exécution de la mission. L'entreprise cliente peut mettre à disposition le matériel nécessaire si le contexte de la mission présente uniquement des contraintes de technicité, de sécurité ou de confidentialité. Dans ce cas, n'oubliez pas de le spécifier dans le contrat de prestation. Attention à la durée de la mission. Bien qu'il n'existe pas de règle, plus elle est longue et plus vous prenez des risques que cela soit interprété par le juge comme de la fausse sous-traitance. Certaines entreprises que je qualifierais de vigilantes ne dépassent pas les 3 ans de mission, d'autres 2 ans. Ma suggestion serait de commencer à chercher des alternatives à partir d'une année d'intervention du consultant. En effet, plus vous attendez, plus vous vous exposez à des risques supplémentaires relatifs à la transition, la réversibilité et à la dépendance vis-à-vis du prestataire. Enfin, évitez d'attribuer au consultant un bureau nominatif, une adresse email propre à l'entreprise cliente et d'intégrer le consultant dans l'organigramme de la société. Il faut pouvoir identifier le consultant comme un prestataire de services externe et non pas le confondre à un salarié de l'entreprise cliente. En général, le juge évalue le faisceau d'incidence permettant ou non de requalifier le contrat en prêt de main-d'œuvre illicite ou délit de marchandage. Cette évaluation est effectuée sur la base de faits réels et non uniquement sur ce qui est indiqué dans les contrats. Donc, déguiser un contrat dans l'espoir de passer à travers le filet de l'inspection du travail n'est pas la meilleure solution et peut sensiblement aggraver la sanction en cas de requalification. Si vous appliquez les 10 précédentes bonnes pratiques avec tous vos consultants, vous respectez parfaitement le cadre légal. Félicitations! A l'inverse, si la majorité des précédentes pratiques n'est pas au rendez-vous,
vous vous trouvez dans un cadre non légal et prenez le risque très probable d'une application des sanctions décrites dans la vidéo précédente. Maintenant, si vous ne mettez que partiellement en œuvre ces pratiques, vous êtes en zone de risque. À vous de décider. Ou vous croisez les doigts dans l'espoir de ne jamais avoir une visite de l'inspection du travail, ou vous anticipez et réduisez sensiblement ces risques. Avant de vous quitter, j'aurai 2 suggestions à vous partager. Intégrez un acheteur expérimenté le plus en amont possible dans vos projets de sous-traitance. Vous prendrez un bon départ en éliminant un maximum de risques. Acceptez d'apprendre à travailler différemment en appliquant les meilleures pratiques de sous-traitance. Vous gagnerez certainement en performance. Merci de votre écoute et à bientôt sur mes prochaines vidéos.